Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré aujourd'hui aux neurosciences et au leadership. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Brandt, je suis la responsable de l'animation et du développement du réseau Suisse Alémanique pour la CCI France-Suisse. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse, c'est un organisme qui a pour mission d'informer, d'animer et de fédérer la communauté d'affaires franco-suisse, constituée de plus de 750 entreprises membres. Et ce sont des actions que nous menons depuis 125 ans grâce à nos 3 agences à Genève, à Zurich et à Bâle, où je me trouve actuellement. Alors, pour développer la thématique d'aujourd'hui, qui est, je le rappelle, comment les neurosciences et la méditation peuvent-elles améliorer le management au quotidien, je reçois 2 intervenants. Jean-Gérard Blore, professeur conventionné de l'Université de Strasbourg, fondateur de l'Institut français Pleine Conscience Mindfulness et co-créateur du diplôme universitaire Leadership, Méditation et Neurosciences à l'EM Strasbourg. Je reçois également Alan Kogan, dirigeant fondateur de Superhumain. Alan est conférencier, auteur et consultant formateur en neuroleadership. Avant de leur céder la parole, je vous rappelle, chers participants, que cette session est enregistrée et qu'elle sera disponible en replay sur nos réseaux. Je vous invite également à nous faire part tout au long de ce webinaire de vos réactions dans la chatbox et de vos questions dans la partie Q&R. Les questions, nous les prendrons dans le dernier quart d'heure. Nous entrons maintenant dans le monde des neurosciences avec Jean Gérard, qui va débuter, il me semble, son intervention par une courte séance méditative. C'est à vous, Jean Gérard. Il faut activer juste votre micro. Oui, merci Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour cette conférence. Et effectivement, c'est un des éléments de notre propos aujourd'hui. Je vous propose, pour ceux qui ont déjà l'habitude, parce qu'ils pratiquent la méditation, de rentrer dans cette proposition, et ceux qui n'en auraient pas l'habitude, pour qui ce serait une totale découverte, et bien d'y aller ainsi avec cet esprit de débutant, de découverte. Et je vous propose en tous les cas de faire une des choses que propose la méditation dans sa pratique, qui consiste à décider volontairement de tourner son attention vers ce qui relève du monde intérieur. Et pour ce faire, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts comme vous préférez. Et simplement commencer à vous intéresser à ce dont vous faites l'expérience, avec ce qui est l'expérience du monde intérieur, à la fois en termes de sensations dans le corps, en termes de ce qui est présent dans l'esprit aussi, avec cette possibilité de volontairement s'en rendre compte. Quelles sont les sensations que j'ai dans le corps dans cet instant? Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des émotions? Et en toute simplicité, avec curiosité, sans chercher d'ailleurs quoi que ce soit de bien précis à obtenir, cette simple invitation à se rendre compte, une façon aussi de s'accueillir en quelque sorte à l'intérieur de soi-même, là aussi en se rendant compte de ce dont je fais l'expérience. Avec cette composante de silence hors de mes propos qui est parfois peu familière, à laquelle il est également possible de s'habituer. Et puis s'accueillant ainsi, se disant d'une certaine façon bonjour à soi-même, en sentant finalement comment ça va, comment je me sens. Une simple question, intéressé, curieux. Et puis également pour toute cette conférence d'ailleurs, une
question aussi que l'on peut se poser. Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que je suis venu? Je suis inscrit et je suis venu à cette conférence. Est-ce simplement par curiosité? Bien, y a-t-il des aspirations plus profondes? En tous les cas, si l'on revient à s'intéresser moins à sa vie intérieure qu'à l'extérieur maintenant, je peux vous dire que ma motivation personnelle à moi, dans cette conférence, c'est de voir s'il est possible d'inspirer l'envie à chacun d'éveiller sa conscience, d'ouvrir son cœur, notamment avec la pratique de la méditation. Mon histoire à moi avec la méditation, étant médecin, au cours de mes études de médecine, j'étais motivé par l'envie de connaître le fonctionnement humain. C'est que pendant mes études, en fait, que je me suis découvert l'aspiration à aider les autres, à mettre au service de leur santé et de la vie. J'étais dans un sens comblé par toutes les connaissances apprises pendant ces études de médecine, mais en même temps, je ressentais un certain malaise, un manque, que je n'ai compris que plus tard. En fait, il était causé à un sentiment que je ressentais de fragmentation, de séparation, qui me semblait à l'époque non fondée. Séparation entre le corps et l'esprit, entre les organes, l'organisme et la personne tout entière dans ses différentes dimensions d'être, séparation, fragmentation entre l'homme et la nature. Et cette recherche de réunification m'a amené à la méditation. J'ai étudié, pratiqué depuis presque 30 ans maintenant dans différentes traditions. Voyant tout ce que cela m'apportait, autant à titre personnel que professionnel, j'ai vraiment eu envie de l'apporter dans le monde de la santé, aux patients, aux soignants, aux enseignants aussi, et plus largement ensuite dans d'autres sphères de la société, d'où mon intérêt pour différentes sphères de la société dans lesquelles, évidemment, la santé est aussi présente. Alors, si on devait donner des définitions de la méditation, d'ailleurs des méditations, il en existe de différentes sortes, c'est depuis fort longtemps dans toutes les traditions, mais on pourrait dire que c'est en fait un entraînement de l'esprit et du corps, justement dans une vision non séparée, exploration pour mieux se connaître, ses propres mécanismes, sa relation aux autres, sa relation au monde environnant. Et aujourd'hui, avec les neurosciences, beaucoup des bienfaits de la méditation commencent à être validés et expliqués aussi. Alors, on va, comme ça, d'une façon un petit peu impressionniste, explorer quelques-uns de ces éléments qui nous inspirent à partir des neurosciences. On ne pourra pas être totalement descriptif. L'un d'entre eux, c'est la notion de plasticité cérébrale. Elle est tout à fait récente. Ce n'est que depuis une trentaine d'années qu'on sait que le cerveau change aussi bien dans sa structure que dans son fonctionnement. Structure, il y a des zones qui peuvent diminuer de taille, augmenter de taille. Fonctionnement, c'est les réseaux neuronaux, la façon dont les cellules du cerveau, les neurones sont connectés les uns aux autres. Eh bien, ces deux composantes changent en fait avec toutes les expériences humaines, entre autres évidemment avec la méditation, et les zones qui sont touchées sont très intéressantes parce que, par exemple, on voit des diminutions dans les zones qui concernent la peur, on voit des augmentations de réseaux dans la façon dont s'organise aussi la gestion des émotions, par exemple, et ça va illustrer notre propos. Il y a une fonction cérébrale qui est en fait sous-jacente à toutes les autres et que l'on entraîne particulièrement dans la méditation, qui est l'attention. Non pas que ça se réduise à ça, mais l'attention en tant que fonction cognitive est fondamentale puisqu'elle est sous-jacente à toutes les autres et elle a besoin d'être apprise, d'être entraînée, car notre fonctionnement habituel de l'attention est en fait très labile, fonctionnement généralement par automatisme, la plupart du temps de façon inconsciente, ce qui est très utile d'une certaine façon, mais en même temps, ça a été développé dans notre monde moderne à un point extrême et nous sommes presque devenus des experts de la distraction, ce qui n'est pas bon du tout pour notre propre fonctionnement, ni en termes de bien-être, ni en termes de pertinence, de performance. Il y a une étude à ce titre intéressante de Harvard Business School qui, en interrogeant de façon aléatoire une population de gens très divers de tous les métiers, de tous les mondes, et en leur demandant simplement de façon imprévue s'ils sont présents à la tâche qu'ils sont en train de faire au moment où la question se pose, on se rend compte en fait que dans presque 50% des cas, tout métier confondu, quelle que soit sa pénibilité ou son intérêt,
dans près de 50% des cas, les gens ne sont pas présents à leur tâche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est directement corrélé à la deuxième question qui leur a été posée. Est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien, plutôt heureux, plutôt malheureux, juste à ce moment-là? Eh bien, plus ils sont présents à leur tâche, plus ils sont heureux. Et moins ils sont présents à leur tâche, moins ils sont heureux. Ça a des conséquences que vous pouvez imaginer, non seulement sur la bonne santé, le bien-être au travail, mais aussi sur la performance. Ça concerne la distraction et on sait maintenant de mieux en mieux comment ça fonctionne. Il y a cette notion de vagabondage mental. Vous savez, le cerveau est organisé en réseaux qui coopèrent les uns avec les autres. On y reviendra plus et on les voit en IRM fonctionnel aujourd'hui pour la première fois depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité. On peut objectiver ce qui se passe un petit peu dans un cerveau pendant qu'on pense, qu'on a des émotions, qu'on réfléchit. Eh bien, lorsqu'on ne fait rien, l'IRM fonctionnel le montre, il y a toute une activité, et vous en êtes peut-être rendu compte dans ce premier petit exercice de méditation, il y a toute une activité importante qui se déploie, qui correspond au réseau par défaut, toutes les choses qu'on se raconte, les petits films qui passent. Et la pratique de la méditation, elle entraîne notre fonctionnement cérébral qui, lorsqu'on enregistre sans particulièrement méditer, de la même façon des gens qui ont déjà médité depuis un certain temps au suivi des programmes bien définis, eh bien, on se rend compte que ce réseau par défaut n'est pas le même, qu'il est moindre. Et si on s'imagine que c'est comme une sorte de brouhaha, de bruit de fond, en quelque sorte, qui est là en permanence, ben on comprend bien que si le bruit de fond diminue, la capacité à percevoir des informations pertinentes dans un instant donné, sachant que notre attention est également limitée, 5 plus ou moins 2 informations que l'on peut capter et traiter dans un même instant, et bien, si on a moins de bruit de fond, on a plus de capacité à percevoir. Donc, on voit au travers de ces choses et on explique un peu comment l'entraînement de l'esprit par la méditation permet de développer sa lucidité et un plus grand discernement. Et aujourd'hui, où nous sommes confrontés à des distracteurs extérieurs très nombreux, toutes les alarmes, la rapidité des informations qui nous sont véhiculées, et puis des distracteurs intérieurs aussi, nos propres pensées, eh bien, il s'agit là de questions assez fondamentales sur la colonisation attentionnelle, la problématique de l'écologie de notre esprit, notre vraie liberté de penser. Et donc, vous voyez, j'espère avec ces quelques petits éléments avoir commencé à vous indiquer le lien entre à la fois la méditation, les neurosciences et aussi le leadership sur notre propos. Et eh bien, je me propose aussi de dialoguer avec vous et avec Alan, puisque nous sommes tous les deux à vous faire cette présentation en posant la question à Anan, toi aussi, tu as une pratique de la méditation et qu'est-ce que ça t'a apporté à titre personnel peut-être, si tu as envie de parler d'un moment où ça s'est introduit dans ta vie et aussi de façon plus en tant que neuroscientifique, pourquoi notre cerveau a besoin de pratiques diverses, de faire des pauses et pourquoi pas de la méditation. Merci, merci Jean-Gérard. Alors, comme tu l'as évoqué, notre cerveau, il est formidable. Mais il se fatigue et il se fatigue très rapidement. Et moi, j'en ai un petit peu vécu l'expérience personnelle avec un burn-out. Et il y a une partie plus particulièrement, la partie frontale, ce qu'on appelle la partie préfrontale cortex à l'avant, qui nous sert un petit peu, c'est un peu votre CEO, c'est un peu, il nous sert à réfléchir, à analyser. Et donc, c'est une partie qui est très élaborée parce que du cerveau qui nous est très utile pour cette partie, mais elle se fatigue et se fatigue vite en fonction de notre activité, en fonction de ce qu'on va lui donner aussi à ingérer au quotidien. Donc, il est primordial en fait et nécessaire en fait de faire des pauses très régulières. Alors, quand je dis très régulières, c'est pas une fois toutes les 3 heures non plus. Et pour comprendre combien survient cet état, il faut un petit peu s'intéresser, comme tu l'as expliqué, à la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est une fonction cognitive qui est un petit peu méconnue, mais qui a une importance centrale. C'est en fait cette mémoire de travail, elle va permettre de stocker temporairement des informations qui nous parviennent, juste le temps de les analyser, de les traiter. Et ces informations peuvent parvenir de notre environnement, mais aussi de notre propre pensée. Mais bon, il faut faire un petit peu attention parce que ça peut contenir un certain nombre limité d'éléments et durant quelques secondes seulement. Alors, je pense que ça vous est déjà arrivé en fait au cours d'une conversation d'oublier une idée à laquelle vous veniez de penser ou encore de ne pas vous souvenir d'une information importante que votre collaborateur venait de mentionner
ou bien d'une des informations présentes sur une diapositive qu'on vient de vous présenter en réunion, mais vous ne vous en rappelez plus. Et ces situations, en fait, ont pour point commun une difficulté à enregistrer, analyser des informations qu'on nous présente souvent en grand nombre. Et certaines informations pourront être utiles, mais on a du mal à les stocker dans notre mémoire de travail. Et à chaque traitement d'information par cette mémoire de travail, elle a un coût pour notre cerveau. Et c'est ce qu'on appelle en fait la charge cognitive ou la charge mentale. Et malheureusement, il arrive parfois que notre mémoire de travail, comme tu l'as un petit peu indiqué, Jean-Gérard, notre mémoire de travail sature et on entre dans un état temporaire de surcharge cognitive ou de surcharge mentale. Je pense que vous avez dû déjà en entendre parler. Et il en coûte d'emblée de maintenir son attention, notamment dans un environnement de distraction, comme tu l'as annoncé, avec des contenus notamment émotionnels. Et il y a certains facteurs qui vont jouer un rôle important, notamment le stress. Je pense que tu vas en parler un petit peu plus davantage par la suite. La fatigue mentale aussi qui s'accumule, surtout par l'alternance en fait, de nombreuses tâches maintenues en veille dans notre mémoire de travail, ce qu'on appelle un petit peu le mode multitâche. Donc, il y a 3 facteurs principaux qui vont venir impacter en permanence notre mémoire de travail et notre charge cognitive. C'est notre état interne, c'est-à-dire la fatigue, l'état émotionnel dans lequel on est, la complexité de la tâche que je dois réaliser, ainsi que mon niveau d'expertise, et puis l'environnement dans lequel je l'exécute. Donc, selon ces 3 facteurs qui évoluent en permanence, je peux basculer soit dans un état de sous-charge à la surcharge, et en passant bien sûr par ce qu'on appelle l'équilibre cognitif. Donc, la clé réside avant tout dans notre compréhension, dans la prise en compte de notre cerveau, de nos forces, mais peut-être aussi des limites de notre cerveau. Et également, tu as un petit peu évoqué, on possède tous dans notre cerveau un système de veille. On l'appelle le système pré-attentif. C'est-à-dire que c'est une fonction qui va permettre d'orienter notre attention de manière un petit peu réflexe vers tout ce qui est saillant, c'est-à-dire les bruits, les mouvements. Et c'est un petit peu un système de radar qui a pour fonction de compenser la fermeture qui accompagne généralement la concentration et qui peut masquer des dangers et des opportunités. Donc, c'était un mode également de fonctionnement qui était important, notamment au niveau de la préhistoire, où il était important de garder un petit peu cette attention, notamment dans toutes ces zones. Pour revenir un petit peu à mon expérience personnelle, oui, il y a 2 ans, moi, j'ai été victime d'un burn-out. Donc, c'est un petit peu une atteinte des structures, c'est-à-dire la lésion cérébrale, ça peut être des neurones, l'amygdale, les liaisons organiques ou des fonctions cérébrales, ça peut être des troubles métaboliques avec un impact sur la concentration. Moi, j'avais un impact sur la concentration, sur la mémorisation, la motivation. Et tout ça ont été un petit peu inhibés dans un environnement aussi qui était, je dirais, pas très bienveillant. Et en sortir, en fait, suppose de reconstruire ces structures et ces fonctions cérébrales grâce à quelque chose que tu as annoncé, Jean-Gérard, c'est la neuroplasticité. Et quand on m'a parlé de la neuroplasticité, je vais être franc avec vous, pour moi, c'était un petit peu du chinois, quoi. C'était un petit peu, c'est quoi la neuroplasticité? Et j'ai un petit peu compris, alors on va un petit peu faire référence un petit peu à la Suisse, c'est un petit peu la première fois que c'est quand vous vous élancez un petit peu à ski sur des pentes d'une colline de neige fraîche, et on va pouvoir prendre n'importe quel chemin. La deuxième fois, quand vous allez vous élancer, vous allez peut-être plus probablement suivre le premier chemin qui était proche à celui que vous avez tracé dans la poudreuse, dans la neige fraîche. Et puis, si on continue à skier toute la journée, sans chercher à innover, sans chercher à aller creuser d'autres approches, on va tracer des traces de plus en plus profondes. Et c'est un petit peu je dirais, ce chemin facile, de moindre résistance. Et on va être un petit peu aussi se retrouver prisonnier un petit peu à l'ornière, parce que c'est un petit peu le paradoxe de la plasticité. Donc, reconfigurer ces circuits, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, c'est très pratico-pratique, comme tu l'as énoncé. Et puis, dans votre quotidien, c'est quand vous mangez, dans votre sommeil, le fait de pratiquer une activité sportive, le fait d'aller à la rencontre de la connaissance, de la nouveauté, le fait de méditer, comme on l'a perçu avec Jean-Gérard. Et à chaque fois que vous allez nourrir votre cerveau, votre cerveau va se transformer en permanence. Et c'est ce qui est important parce qu'il peut se transformer pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc, voilà un petit peu la chose.
Et si on peut se poser un petit peu la question, alors vous allez me demander, mais OK, ce serait quoi un petit peu, comment on pourrait recalibrer un petit peu nos journées en fonction de la réalité de notre cerveau? Eh ben, ce serait d'être un petit peu plus précautionneux, c'est-à-dire qu'on s'arrêterait dans des plages horaires de 2 à 3 à 4 heures de travail avec un petit peu plus de pause, parce que le rythme idéal est complexe, on n'est pas tous égaux, mais on peut prendre quand même, je dirais, travailler sur des plages de 40 à 45 minutes avec des pauses qui peut être de 30 à 1 minute, on va dire, le fait d'aller boire un verre, le fait d'aller marcher, de faire un petit exercice de cohérence cardiaque, qui est un exercice de contrôle respiratoire pour alléger un petit peu notre stress et notre surcharge. On peut aussi faire des pauses et discuter avec ses collègues. Donc, faire des pauses va permettre de travailler plus vite, plus efficacement et surtout permettre de faire moins d'erreurs. Donc, voilà un petit peu pour répondre un petit peu à ta question, Jean-Gérard, là-dessus. Ok, magnifique. Nous cheminons et nous éclairons un petit peu tout ça au fur et à mesure. Pause, eh bien, là aussi, même dans cette conférence, nous proposons de faire à nouveau un petit temps, un petit exercice de pratique de méditation, si vous voulez, bien sûr, et en particulier de s'intéresser à la posture. Alors, vous êtes certainement assis sur une chaise ou un fauteuil ou tout autre mode d'être assis, mais je vous propose de commencer par voir s'il est possible d'être confortable dans cette assise. Peut-être l'êtes-vous déjà. Si vous ne l'êtes pas, il y a moyen de réajuster la posture. Et puis, dans cette assise, il y a une proposition aussi de vous intéresser tout particulièrement à comment est-ce qu'il est possible de permettre au corps de s'ajuster dans cette posture, de commencer par sentir les sensations dans toutes les parties du corps qui sont au contact de ce qui nous soutient. Plante de pied, une partie des cuisses, des fesses. Juste ces sensations qui sont présentes à ces endroits. Et lorsqu'elles sont contactées, d'y rester. S'y intéresser avec curiosité, cette bienveillance et cette notion de ne pas juger ou de se rendre compte quand il y a du jugement, qui fait aussi partie de ces pratiques. Et de voir comment, si on s'y intéresse et si l'on permet au corps, il a tendance à s'ajuster de lui-même. Toute la partie inférieure du corps est un petit peu comme un socle, comme une base, à partir de laquelle on peut sortir aussi la moitié supérieure du corps, qui peut se redresser sans effort excessif et sentir un certain alignement jusqu'à la tête qui se positionne d'elle-même aussi. Et cet alignement, cet ajustement de la posture ressenti concerne à la fois la posture extérieure, la forme du corps, mais aussi la posture intérieure, de sorte que ce soit une posture et tout sauf une imposture, qu'il y a un alignement possible qui se fait de lui-même, de sorte à contacter, manifester sa propre dignité, sa propre noblesse au travers de la posture elle-même. Et aussi, peut-être contacter ce qu'on peut appeler son humilité, sa petitesse. On regarde tout l'ensemble de l'univers, du cosmos, du temps, de l'espace. En même temps aussi que sa pleine humanité, notre infini potentiel d'amour à chacun, avec les attitudes que l'on peut cultiver de cette façon avec la pratique, à la fois d'émerveillement et de gratitude du fait d'être vivant. Et se sentant ainsi ajusté dans une posture, peut-être y a-t-il des sensations quelque part dans le corps où
où vous vous sentez particulièrement à l'aise, que ce soit dans le ventre, dans la poitrine, dans les mains, dans le visage. Et contactant ces sensations dans cette région, considérez qu'il peut s'agir là d'une sorte de lieu intime, personnel, où se sentir bien, en paix, en sécurité à l'intérieur de soi-même, qu'il est possible de contacter, non pas seulement comme une idée, mais vraiment comme une sensation. Ressources toujours disponibles. Et puis, pour continuer notre propos, évoqué dans ce petit moment de pratique très court, évidemment, hein, vous avez compris que la méditation, il s'agit à la fois d'un apprentissage, d'un entraînement, il faut une certaine méthode, une certaine discipline pour pouvoir progresser, évoluer et faire avancer tout ça, à côté de l'entraînement de l'attention, qui permet de développer de la lucidité, du discernement. Il y a aussi cette notion évoquée de se rendre compte de ses pensées, se rendre compte de ses émotions, au fond mieux se connaître, pouvoir travailler sur son ego de différentes façons, et celle-là en est une. Et aussi de se rendre compte des jugements, ce que les Grecs déjà qui le pratiquaient, lorsque les philosophes grecs de l'Antiquité méditaient, ils parlaient d'époquer, la suspension du jugement, qu'on retrouve aussi dans un courant moderne de philosophie qui est la phénoménologie. Cette suspension du jugement, c'est quelque chose qui permet aussi de se rendre compte de quelque chose que vous connaissez très bien, peut-être parce que ça nous concerne tous dans notre vie quotidienne, c'est tous les biais cognitifs, les façons qu'on peut avoir de se restreindre dans le champ du possible envisagé, tout simplement par habitude. Et là aussi, on a des notions aujourd'hui de neurosciences qui viennent corroborer ce qui est proposé par les pratiques méditatives, qui sont des vraies sciences au fond traditionnelles. C'est la notion qu'il y a deux sortes de soi. Il y a un soi qui est plutôt un soi qu'on appelle narratif, c'est-à-dire tout ce qu'on se raconte sur soi-même, et puis un soi qui est plutôt un soi du ressenti, les choses que l'on peut sentir, qui sont notre contact direct et qui font d'ailleurs appel aussi à cette intelligence intuitive. Vous savez, lorsque vous avez à prendre une décision difficile, que vous avez pesé le pour et le contre, et qu'avec votre seule intelligence du raisonnement, l'intelligence conceptuelle, vous avez l'impression de ne pas arriver à décider, il vous arrive, comme à chaque décideur, et les grands décideurs sont probablement ceux qui arrivent à faire ça le mieux, il vous arrive de décider de mettre de côté tout ce qui est le raisonnement et puis d'aller faire un espèce de retournement intérieur et de sentir jusqu'à ce que ça vous paraisse évident, sans que ce soit le fruit du raisonnement, quel choix à faire. Et bien, ces évidences intuitives, elles peuvent se développer, se cultiver aussi par la pratique de la méditation, et cette possibilité de faire confiance à de multiples intelligences. Nous avons notre intelligence conceptuelle qui est bien sûr surdéveloppée dans notre culture, mais il y a l'intelligence intuitive qui se manifeste aussi dans l'expression artistique, l'intelligence du cœur, l'intelligence relationnelle, et toutes celles-là se développent par la pratique de la méditation. Moi, en tant que médecin, j'ai appris petit à petit à faire confiance à ces intelligences multiples, ce qui n'était pas le cas de l'éducation que j'ai reçue, ni de l'entraînement que j'ai reçu à la faculté au départ. Aussi d'abandonner la posture de l'expert en gardant l'expertise pour une rencontre avec l'autre sur la base de notre commune condition humaine. Et cela, ça ne concerne pas que le médecin, ça concerne tout le monde dans les relations qu'on peut avoir avec ses proches, avec ses collaborateurs, avec ses supérieurs ou hiérarchiques ou autres. J'ai appris aussi à écouter à partir du silence. Ça peut être signifiant pour beaucoup. Vous savez, on se rend compte quand on y regarde que très souvent, quand quelqu'un exprime quelque chose, dès les premiers mots, notre cerveau se met à construire une réponse et on n'est plus dans la relation, on n'est plus dans l'écoute. Et d'écouter à partir du silence, c'est quelque chose qui peut s'apprendre, se développer.
Et puis aussi accepter de ne pas savoir et oser le dire, hein, réalisant que beaucoup de nos faiblesses, nos vulnérabilités sont des forces dès lors qu'on les reconnaît et qu'on s'en rend compte. Alors, quelques mots pour vous exprimer rapidement aussi ce qu'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement du stress. Le stress en tant que fonctionnement naturel qui existe chez tous les êtres vivants et que aujourd'hui on connaît bien par une spécialité qui est peut-être une branche de la neurobiologie, hein, du stress. On parle de cascade psycho-neuro-immuno-endocrinologique parce que tous les nombreux fonctionnements comme ça, psychiques, nerveux par le système autonome, le nerf vague, immunologique par nos défenses immunitaires et puis endocrinologique par le fait qu'il y a des substances, des hormones qui circulent dans le corps qui sont en lien avec ce fonctionnement. Le stress, c'est en fait ce qui se passe quand nos capacités adaptatives sont dépassées face à une pression, que cette pression soit extérieure ou intérieure. Et c'est ce qu'on appelait autrefois le stress négatif. Et en fait, nous déclenchons ça de façon souvent inappropriée. Hein. Ce sont, comme l'évoquait Alan, des mécanismes ancestraux qui sont destinés à la survie face à un danger mortel, mais nous les déclenchons sans qu'il y ait de danger mortel. Une simple pensée, une simple crainte, quelque chose qui se passe de façon répétée à l'extérieur. Lorsque nos capacités à nous y adapter sont dépassées, ces mécanismes se mettent en place et notre survie n'est pas en jeu. Par contre, ils ne sont pas bons à la fois pour notre bonheur individuel, notre santé, notre efficacité, notre pertinence. Avec la méditation, on apprend à repérer ce mécanisme, le connaître par les signaux faibles qui se manifestent dans le corps, dans son déclenchement. On se familiarise aussi petit à petit avec ces fonctionnements, hein, et on apprend de sa propre réactivité émotionnelle, sa propre réactivité de pensée aussi, faite le plus plupart du temps d'automatisme. Et c'est ce qu'évoquait aussi Alan. Ces mécanismes sont mis en œuvre, de nombreuses études l'ont montré, en fait, dans la plupart de nos décisions et nos actions qui sont prises de façon automatique sur la base de ces conditionnements et vis-à-vis desquels, lorsqu'on développe une certaine lucidité, un certain discernement, on peut sortir de ces mécanismes automatiques, se désengager. C'est ceux qui arrivent lorsqu'il y a du stress et qu'on peut prévenir à tout stade de prévention, de façon à mieux s'aligner sur ces considérations à la fois d'intention, de posture, comme ce qu'on vient d'évoquer là avec cette pratique, et d'action. Et cet alignement intérieur, c'est ça qui permet de développer son leadership personnel et sa propre capacité à agir et rayonner aussi autour de soi. Alors, je pourrais vous parler encore de tas de domaines dans lesquels on voit que la pratique de la méditation a des effets, même jusqu'à la biologie de nos gènes, hein, tout le domaine de l'épigénétique aujourd'hui, où nos propres pensées, nos modes d'action, on voit influence sur l'expression des gènes ou sur ces horloges biologiques qui sont aussi au niveau du gène, les télomères, sur lesquels on voit que le mode de vie et en particulier la méditation a des effets positifs. Voilà, toute chose évoquée de façon rapide, mais aussi pour permettre dans nos échanges avec Alan de voir quel lien toi tu fais entre les neurosciences et le management et quelles sont les connaissances en neurosciences avec ton regard aussi qui peuvent être apportées dans l'entreprise, dans le leadership. Merci Jean-Gérard. Alors, concernant l'impact des neurosciences dans l'optimisation des modes de leadership ou de management, déjà, je pense que nous avons fait déjà en management une erreur historique, celle de croire en fait que nous pouvions contraindre notre cerveau à la réalité des contraintes du monde du travail. Et le résultat aujourd'hui est plutôt sans appel, hein. On parle pour de grands nombres de structures, surcharge mentale, instabilité permanente, burn-out, conflits interpersonnels. Tu en parlais de démotivation, de désengagement. Et je pense qu'il faut impérativement changer un petit peu ce paradigme. Et les neurosciences, en fait, nous permettent de mieux comprendre notre cerveau, les fonctions cognitives proches à chacun, c'est-à-dire notre mémoire, l'attention, le traitement de l'information, les mécanismes de décision, tu parlais des biais cognitifs, afin de mieux accompagner en fait les transformations aussi bien au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les neurosciences
c'est vraiment du pratico-pratique. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous décidez, c'est un va-et-vient permanent entre votre cerveau émotionnel et votre cerveau de la raison. Et quand on arrive en fait à décrypter ces fins d'ajustement entre le conscient et l'inconscient, eh ben, on arrive à décider mieux, on décide de façon plus pertinente et on a un meilleur équilibre entre son émotionnel, mais aussi sa raison. Alors, au niveau de l'approche du neuroleadership que nous, on applique au sein de l'entreprise, je prends un petit peu souvent l'analogie d'un coureur de marathon dans sa préparation avant une course. Ce dernier, il va faire dans un premier temps, il va faire du foncier. Et puis, notamment, il va avoir une stratégie de course. Et pour un dirigeant ou un leader, eh ben, c'est un petit peu pareil. Il va devoir préparer son cerveau, devenir un athlète de haut niveau cérébral. Et puis, à côté de ça, eh ben, il va avoir sa stratégie de course, c'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser les connaissances en neurosciences dans l'exercice de ma fonction, notamment pour moi-même, mais aussi principalement dans le management de mes équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et notre volonté aussi, c'est d'intégrer ces connaissances que nous avons, que nous développons sans cesse, parce que comme tu l'as indiqué, Jean-Gérard, on en apprend tous les jours au niveau des neurosciences cognitives. Et on essaye de le rendre notamment au niveau des partenaires, notamment dans une stratégie de transformation, de formation, de coaching. Et on arrive vraiment dans une approche où on s'interroge comment faire en sorte que cette connaissance se diffuse et comment on peut créer des entreprises qui participent mieux au développement des capacités cognitives de chacun. Alors, je ne vous cache pas, par moments, j'ai des challenges. Et, quand j'ai des cadres, des dirigeants qui viennent me voir et qui me disent « Mais tu sais, Alan, j'ai 50 ans, j'ai bossé comme ça toute ma vie pendant 30 ans et ce n'est pas à mon âge que je vais commencer à faire autre chose. » D'un point de vue psychologiquement, je les comprends et je comprends tout à fait. Mais d'un point de vue neuronal, c'est totalement faux. Et comme l'a expliqué Jean-Gérard, on sait qu'avec l'apport des neurosciences, rien n'est figé dans votre cerveau. On a cette capacité en nous de nous reconfigurer en permanence et je pense qu'il faut l'exercer. Alors, je parle souvent de rééduquer notre mindset pour illustrer un petit peu l'importance de manager nos neurones lorsqu'on éprouve le besoin de se transformer. Et pour traiter nos 60 000 pensées journalières, on a 2 circuits d'exploitation. Un circuit automatique, comme l'a expliqué Jean-Gérard, avec des programmes alimentés par notre hérédité, notre apprentissage, notre expérience passée, et un circuit adaptif, utilisé pour vraiment intégrer les nouveaux apprentissages, la nouveauté et corriger un petit peu ces modes de fonctionnement qui sont plus adaptés par rapport aux objectifs qu'on a. Alors déjà, la première chose, le cerveau n'est pas configuré naturellement pour faire face au changement. Alors, il faut bien intégrer ce point qui est vraiment fondamental. Et on n'est pas configuré pour le changement et on a des préférences automatiques parce que le but de notre cerveau, c'est aussi d'optimiser notre énergie. 20% de notre énergie de notre corps est consommée par notre cerveau. Donc, par défaut, on fait souvent confiance à notre mode de système automatique. Alors, le but, c'est comment évoluer et pourquoi le changement au niveau neuronal, il va apparaître au niveau de 2 opérations distinctes. Dans une première étape, une déconnexion d'un réseau existant et dans une deuxième étape, on va avoir la création d'un nouveau réseau. Et donc, le changement, c'est très compliqué. Il faut vaincre cette limite naturelle. Et comment faire ? On a un petit peu expliqué auparavant avec la plasticité cérébrale qui permet de faciliter en fait ce changement, notamment pour avoir cette capacité optimale dans cet apprentissage. Après, je peux comprendre que le rôle des dirigeants aujourd'hui, qui est un rôle difficile à exécuter au cours d'une vie, ça demande un ensemble de compétences qui sont immenses, une bonne éducation, de la passion. Et à ma connaissance et par mon expérience, lorsqu'on devient dirigeant, manager, on le fait parce qu'on veut vraiment changer quelque chose. Et la plupart d'entre nous, soit on est habitué au fait que ce soit normal pour un leader de travailler 12 heures par jour, de sacrifier sa vie personnelle, de toujours osciller entre la réussite et l'échec. Et ça va entraîner, je dirais, on l'a un petit peu parlé, une surcharge au niveau du travail, surtout quand on travaille en continu 24/24, 7 jours sur 7, et ce qui détourne aussi notre capacité à être réellement productif. Donc, désormais, du matin au soir, on va devoir capter des informations, traiter les informations, restituer les informations. Et puis, au milieu de tout ça, de ces nouvelles injonctions, on va dire, se trouve notre cerveau. Et cet organe est étonnant, mais il est capable également de prouesses, mais aussi à certaines limites, comme on l'a évoqué.
Alors, quand on a le pouvoir entre cette situation d'hyperstress, l'agenda surchargé, et surtout dans un contexte aussi avec un environnement, excusez-moi, extérieur qui est un petit peu fou, d'infobésité permanente, on a de la nomophobie. Alors, ce qu'on appelle la nomophobie, c'est un petit peu la norme devenue de garder notre attention sur notre smartphone en ignorant un petit peu le contact avec ses partenaires. Et puis, on est toujours en train de faire 5 ou 6 choses en même temps. Et je dirais, notamment pour les dirigeants ou les managers, c'est encore plus. Et ce qui mène souvent à une catastrophe, parce que notre capacité décisionnelle, par exemple, notre cerveau n'est pas en ordre de marche optimal. Et vos décisions vont se ressentir, notamment en surchargeant au niveau multitâche, en se fatiguant davantage plus vite, en manquant beaucoup d'informations, et on crée une certaine désunion, notamment par rapport à ça. Alors, pour répondre à ce challenge, qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est souvent un management, alors nous on l'appelle superhumain, mais de pleine conscience qui consiste à être attentif aux événements de votre vie, à être notamment pleinement présent. Et il s'agit notamment d'accepter vos expériences de vie telles qu'elles sont et pas tellement comment vous espériez qu'elles le soient. Et puis essayer de rompre un petit peu dans ce cycle infernal entre jouissance, souffrance. Et certaines stratégies sont notamment nécessaires au niveau individuel et collectif. Alors, au niveau individuel, on en a déjà parlé, les pauses sont plus que bienvenues. Se trouver un petit temps à soi, notamment le matin, avant le déferlement de la journée, des enfants. Alors, pour ma part, moi, maintenant, j'essaye de structurer mes journées. Ça n'a pas été toujours le cas, comme je l'ai expliqué auparavant, notamment il y a 2 ans, après avoir maltraité pendant de nombreuses années mon cerveau qui a traîné une lésion cérébrale, j'ai dû reconsidérer tout ça avec ces moments pour moi, travailler de manière différente avec des moments de réflexion qui sont très importants pour ma créativité et des activités qui mobilisent une seule tâche attentionnelle. Alors, ça peut être le dessin pour vous, ça peut être de la lecture profonde, ça peut être de la méditation, comme on l'a vu, qui engendre un état de repos cognitif. Et comme je le dis avec l'adage, choisir, c'est souvent renoncer, mais j'ajouterais surtout, c'est tendre vers quelque chose de bien meilleur pour soi. C'est-à-dire prendre soin de soi, s'écouter davantage. Et même si je peux concevoir qu'on est souvent tiraillé entre l'immédiateté permanente, il faut tout faire, tout savoir. Pour ma part, il faut revenir notamment à une certaine sobriété neuronale. On n'a pas besoin de tout savoir. On n'a pas besoin de faire 36 choses en même temps. Tu en parlais, Jean-Gérard. Le fait de savoir je ne sais pas, aussi, c'est une reconnaissance de ses limites, mais aussi de savoir déléguer, de savoir s'entourer aussi de personnes qui sont capables d'amener davantage de connaissances. Et notamment, il y a aussi des études de corrélation qui apportent souvent un fait entre ce que l'on a fait sur notre cerveau et la survenue de maladies neurodégénératives. Donc, prendre soin de son cerveau, c'est à court terme une assurance de mieux travailler, d'être, je dirais, plus efficace, d'être plus épanoui, mais aussi avoir une assurance à long terme d'éviter certains problèmes, notamment comme le burn-out, comme je l'explique un petit peu à certains dirigeants. Le burn-out, je l'ai fait un peu pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette démarche-là. Apprendre aussi à se comprendre, c'est aussi un point important. Et puis, la deuxième démarche, c'est au niveau collectif. Il est important de ne pas démotiver ses collaborateurs. Alors, vous allez me dire, oui, c'est super facile, Alan. Mais en fait, ça fait référence à un point qui est central des neurosciences parce qu'en fait, on a 2 circuits cérébraux. Celui qui est un petit peu hédonique de la récompense, qui se nourrit de ce que vous aimez. Vous allez faire des actions pour inonder votre cerveau, ce qu'on appelle un petit peu de la dopamine, le stimulateur du plaisir, de la réalisation de nos objectifs. Il y a aussi la sérotonine, qui est un petit peu le régulateur de l'humeur, et puis l'endorphine, qui est un petit peu la sensation de relaxation, de bien-être que vous avez peut-être ressenti pendant cette méditation. Et ça va vous inciter à reproduire, à refaire. Et puis, d'un autre côté, on a le circuit, comme l'a un petit peu expliqué Jean-Gérard, de la menace, qui est un petit peu le circuit qui renvoie un petit peu à nos ancêtres. Quand vous étiez un petit peu dans les cavernes, il était pour notre survie, c'était un petit peu prioritaire et on devait détecter un petit peu n'importe quelle menace. Et quand je fais des accompagnements, notamment au niveau des cadres dirigeants, vous avez la réalité au niveau cérébral et fictionnel. On la reconstruit en permanence. On a un même souvenir qui est reconstruit en permanence. Donc, quand vous activez le circuit de la menace, vous n'avez plus de place pour le circuit de la récompense. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est d'essayer d'inhiber cette suractivation du circuit de la menace parce que l'énergie qui sera libérée ira plutôt vers la créativité de la récompense, plutôt vers le circuit de la menace.
Et pour une action durable, outre la confiance dans nos capacités à changer, la motivation, la perception d'un sens à nos actions, ce sont des moteurs indispensables, notamment au niveau de l'entreprise. Et pour un petit peu conclure par rapport à ça, il y a deux principes qui sont importants. Un, cette capacité à rassembler vos équipes, c'est-à-dire cela signifie que vous devez être à l'écoute de vos collègues, pouvoir impliquer dans l'histoire commune que votre organisation crée, la capacité à donner du sens, notamment par rapport au travail individuel, au travail collectif, mais aussi cette capacité à trouver de la valeur dans le travail de chacun des membres de son équipe. Et puis, il y a un autre point, c'est la capacité en tant que dirigeant, manager, si vous l'êtes, à initier et à manager et à gérer ce changement. Parce que non seulement définir la tâche et contrôler l'exécution, mais aussi vivre soigneusement tous les changements avec l'équipe, en discuter, être capable d'écouter, d'entendre un petit peu les problématiques ou les préoccupations de ses collègues, parce que plus on est présent dans ces moments-là, plus on va pouvoir calmer et inhiber notamment ce circuit de la menace. Et je dirais, c'est un petit peu bien ça le travail respectif d'un dirigeant et d'un manager. Le dirigeant procure de la vision, le sens, et puis celui du manager va être de créer notamment les conditions d'épanouissement optimal de ses collaborateurs et favoriser cet épanouissement au niveau circuits neuronaux et capacités cognitives de chacun pour un bien collectif ou un objectif collectif. Voilà ce que je peux en dire un petit peu très succinctement de l'importance des neurosciences et du neuroleadership aujourd'hui. Merci beaucoup, Alan. Merci beaucoup, Jean-Gérard, d'avoir partagé avec nous votre expertise et aussi vos expériences personnelles. On a eu quelques réactions de la part du public déjà, quelques questions aussi. Et avant de passer à cette série de questions-réponses, j'aimerais vous proposer de nous dire, chacun d'entre vous, quelques mots sur vos actualités qui susciteront peut-être aussi des questions de la part du public. Alan, on peut commencer par toi éventuellement ? Alors, nous, au niveau de Superhumain, moi, j'ai créé cette entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement des dirigeants, des managers, notamment à mieux connaître son cerveau. Alors, on a un petit peu élucidé par rapport à ça. Moi, j'interviens essentiellement en entreprise et très prochainement, sera à disposition notamment de tous ceux qui souhaitent découvrir son cerveau, mais au profit du management. Il y aura une plateforme de e-learning qui sera définie et on en parlera, je pense que davantage un peu plus avec Émilie pour voir qu'est-ce qu'on pourra faire, notamment pour les membres de la CCIFS, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place par rapport à ça. Donc voilà, un petit peu. Avec plaisir pour en rediscuter. Jean-Gérard, de votre côté ? Oui, alors, de mon côté, vous l'avez compris, on est autour du leadership, la méditation et des neurosciences, et nous avons créé à l'École de management de Strasbourg, en collaboration avec l'Institut français Pleine Conscience Mindfulness, une nouvelle formation en exécutif qui démarre cette année, en septembre, qui concerne le leadership. Et cette formation propose à des dirigeants, des décideurs de tout type d'organisations, qu'elles soient publiques, privées, associatives, ONG, entreprises sociales et solidaires, de développer leur leadership et de mieux l'incarner, un leadership qui se caractérise par cette capacité à inspirer en partageant une vision et à mobiliser et guider les autres vers un objectif commun qui ne se décrète pas. Hein. C'est des capacités qui s'entraînent par de tas de composantes. C'est comme la présence ou la qualité de présence ou l'attention. Il ne suffit pas de lire des choses intéressantes dessus ou de recevoir des conférences. Il y a vraiment cette notion pratique et expérientielle qui est beaucoup développée dans cette approche qui s'appuie sur 3 piliers: la pratique de la méditation, une exploration expérientielle du leadership et puis les neurosciences combinées à des apports théoriques vraiment très largement multidisciplinaires avec des grands témoins inspirants. Alors ça se fait en mode hybride avec du présentiel en 4 fois 4 jours étalé sur 4 mois, donc en résidentiel permettant de sortir de la dictature du quotidien et de prendre conscience en prenant de la distance dans un lieu inspirant au Mont-Saint-Odile, dans les Vosges, à 1 heure de Strasbourg, permettant aussi de prendre de la hauteur de vision, et aussi du distanciel entre les sessions présentielles avec des cours théoriques, des témoignages, des tables rondes avec des grands témoins
Quand je dis les 3 piliers, c'est la méditation. Il y a un format de pratique intensif pour découvrir ou approfondir la pratique de la méditation. Le pilier du leadership, c'est vraiment une approche principalement expérientielle et participative, basée sur les approches de Will Schutz, l'élément humain, d'Otto Scharmer, le Presenting Institute du MIT et la théorie du U, et puis des neuroscientifiques, des chercheurs qui viendront, comme Jean-Philippe Lachaud, spécialiste européen de l'attention, Tania Singer, spécialiste allemande des neurosciences affectives et de la psychologie sociale et intersubjective, de l'empathie, de la compassion, etc. Enfin, il y en aura beaucoup d'autres. Quand je parle de cours théoriques, de témoignages inspirants, de tables rondes, c'est pour questionner des certitudes, des fausses évidences, les dogmes en le domaine de la philosophie de l'économie, de l'histoire d'organisation des sociétés, leadership, sagesse, mode économique émergent, avec aujourd'hui, on le voit sortir l'économie circulaire, l'économie régénératrice, les sociétés à mission. Et puis, au terme de cette formation, pour ceux qui l'auront suivi, la création d'un think tank, laboratoire d'idées, pour réfléchir en groupe, ainsi constitué sur la base de cette combinaison entretissée de pratiques d'intériorité et d'extériorité, et puis de dimensions à la fois individuelles et collectives, afin d'accompagner le cheminement des décideurs et de faire émerger des solutions nouvelles fondées sur des paradigmes revisités, pour hiérarchiser différemment les 3 P, vous savez, People, Planet et Profit, où la finance, l'économie et le bien commun, réorganiser tout ce qui en découle au service justement du bien commun et non de l'inverse. Donc c'est une formation à laquelle sont invités les décideurs, les dirigeants, et qui se passe à l'école de management de Strasbourg. Merci beaucoup, Jean-Gérard. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour prendre quelques questions. Et j'aimerais commencer par une question de mon compère Alain Vernier, qui nous parle de la fatigue décisionnelle. Et il lui semble être un des facteurs qui empêche d'être lucide ou pleinement conscient. Alors, il cite l'exemple de Steve Jobs qui s'habillait chaque jour de manière identique. Moi, je rajouterais Barack Obama qui avait décidé de ne mettre que des costumes bleus. Au-delà de ces exemples triviaux, est-ce que, Alain, tu as des idées ou des conseils pour éviter cette fatigue décisionnelle ? Est-ce que c'est la bonne méthode finalement? La fatigue décisionnelle, je dirais, elle intervient un petit peu sur, on l'a un petit peu vu notamment lors de ce webinaire, notamment faire des pauses, essayer de prendre des vrais moments, notamment par rapport à ça, et pour éviter d'être dans une surcharge cognitive et une surcharge mentale au quotidien. Donc ça, c'est vraiment important. Comme j'ai expliqué, moi, auparavant, c'est vrai que j'étais plutôt dans le faire. Il fallait tout le temps être soit fort, soit performant et un petit peu dopé à la performancéine. Et c'est vrai qu'il faut arriver notamment à essayer de couper un petit peu ce mode de fonctionnement qui était un peu fou, et puis essayer de prendre des moments pour soi, vraiment essayer de découper et notamment son approche, notamment en entreprise. Donc, ça, c'est une des clés qui peut être mise en place, notamment par les managers, par les dirigeants ou par toute personne. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, il y a d'autres… notamment, je peux partager un petit peu mon mode opératoire. Quand on commence un petit peu sa journée, il y a une pratique qui est très utile. Quand moi, j'arrive au bureau, par exemple, avant d'ouvrir tous ces mails, je dessine un peu sur une feuille ma journée, c'est-à-dire avec mes objectifs, mes interactions, avec qui je vais interagir. Et puis, cette feuille, c'est un petit peu la feuille de route de la journée avec nos repères. Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est aussi de moins subir les événements au quotidien. C'est-à-dire que si vous ouvrez vos mails, vous allez subir immédiatement la réaction. Il y aura peut-être des mails, 1 ou 2 emails sur les 5 emails que vous allez recevoir qui va générer également un peu de stress. Donc, je dirais cette approche-là va permettre aussi d'écrire un petit peu votre partition de votre journée et puis que vous allez pouvoir vous référer tout au long de la journée avec savoir est-ce que j'ai atteint mes objectifs, est-ce que je suis allé voir un tel ou un tel, est-ce que j'ai partagé de la gratitude envers telle ou telle personne. Et ça va vraiment générer également une façon de reprendre un petit peu le pouvoir sur le déroulement de sa journée et puis éviter notamment cette fatigue décisionnelle qu'on a un petit peu au quotidien.
C'est ça, être acteur et ne pas Exactement, subir. être acteur et plutôt éviter de subir par rapport à ça, quoi. Et ça donne à la fin de la journée la satisfaction d'avoir répondu à ses propres Eh ben, on a un objectifs. bon shoot, un bon shoot de dopamine et de sérotonine, disant bah voilà, j'ai atteint tous mes objectifs et je suis vraiment content parce que ça a été une journée dans laquelle tout ce que je m'étais fixé, j'ai réussi à atteindre. Ça va permettre aussi d'évoluer par rapport à ça. Oui, juste pour compléter, vous donner un petit mot aussi. On sait, et le médecin que je suis, c'est ça, c'est que notre corps n'est pas fait pour les rythmes que nous avons. On a besoin occasionnellement de lenteur, de continuité, et ne serait-ce que cette intoxication digitale qu'on évoquait est source d'énorme fatigue. Un autre élément, c'est cette croyance en la performance, parce que beaucoup de gens qui ressentent de la fatigue décisionnelle ou de la fatigue générale sont en fait dans des fonctionnements habituels où ils ont un niveau de performance qui leur convient, mais ils ne se rendent pas compte que c'est à très haut coût énergétique. Notre propre système nerveux, ça va bien au-delà du cerveau et du système nerveux, hein, c'est tout notre être qui, en fonction de notre qualité de présence attentive, va être soit dans des mécanismes de tâches tout à fait automatiques et automatisées, et qui ne sont pas toujours pertinentes, pour lesquelles on arrive à avoir l'impression qu'on fait du multitâche, par exemple. Multitâche, c'est une illusion, les neurosciences le prouvent bien. Personne ne sait faire de multitâche, pas plus les hommes que les femmes. Là aussi, on raconte des choses un petit peu bizarres à ce sujet. En fait, on fait une succession de monotâches et on arrive à le faire à coût énergétique extraordinairement élevé. Tandis que quand on arrive à développer par la pratique, l'entraînement, hein, cette qualité de présence, eh bien, on est beaucoup moins distrait par un tas de choses. Chaque fois qu'on est distrait par une nouvelle chose, une notification, eh bien, il y a 5 ou 6 secondes pendant lesquelles on n'est pas à nouveau concentré au niveau où on l'était. Et pour ne pas être distrait, alors qu'on s'entraîne toute la journée à être de plus en plus performant dans la distraction, eh bien, il y a besoin de quelque chose pour le contrebalancer, d'une vraie pratique, d'un vrai entraînement. C'est une espèce de santé mentale qui est nécessaire, et ça ne se fait pas de soi-même, pas tout seul. Alors bien sûr, prendre des pauses, c'est aidant, mais ça ne suffit pas. Parce qu'après qu'on ait pris des pauses, on repart de façon identique avec ses propres fonctionnements. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de cet entraînement mental que j'évoquais avec la méditation. Donc, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur la fatigue ressentie, mais voilà quelques éléments en tous les cas. Merci beaucoup, Jean-Gérard. Alan, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter quelque chose. C'était qu'on a chacun, alors c'était peut-être pas, on a chacun un mode cérébral de pensée, c'est-à-dire on a chacun un mode par nature de fonctionnement, et des fois on s'adapte à un environnement parce que, parce qu'on a des valeurs, parce qu'on a aussi une certaine pression dans un environnement. Mais je pense que c'est aussi important de connaître aussi comment on fonctionne, ce qu'on appelle un état de flow, c'est-à-dire un état d'épanouissement dans lequel on va se sentir, on va pouvoir passer des heures sur une activité et autres. Mais c'est vraiment important. Et moi, ce que j'ai vu, notamment avec des cadres dirigeants, parce qu'on fait également cet assessment ou cette évaluation au niveau cérébral, de savoir en fait quel est mon mode de fonctionnement optimal par nature, non pas par falsification ou par adoption, parce que ce qu'il faut comprendre, comme le disait un petit peu Jean-Gérard, c'est-à-dire à partir du moment où on falsifie son mode de fonctionnement pour s'adapter à un environnement qui peut être celui de l'entreprise, eh ben, on va commencer à puiser un petit peu cette énergie du corps, c'est-à-dire que 20% de l'énergie de notre corps va aller pour le mode de fonctionnement au niveau cérébral. Si on va puiser davantage, ça va créer notamment des symptômes, parce que le corps humain est très très bien fait, et il va nous dire attention, là on est dans un mode de fonctionnement qui ne convient pas, on va envoyer un petit peu des symptômes. C'est un petit peu, je prends la caractéristique des gilets jaunes qui dit on veut des conditions un petit peu de travail qui soient un petit peu plus optimales par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître et ce qui est d'un point de vue naturel. Donc, c'est surtout important aussi par rapport à ça de se connaître quel est mon mode de fonctionnement cérébral par nature. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important par rapport à ça. Ce que moi, j'ai découvert aussi personnellement suite à cet incident, qui m'a permis de me connaître davantage par rapport à ça. Alors, on a pas mal de questions qui continuent d'affluer alors que les participants se rassurent. J'ai pris note de toutes vos questions, et si on ne peut pas répondre à toutes aujourd'hui parce qu'on est un peu pris par le temps, on fera une petite réponse par email. Peut-être une question pour continuer. On nous a demandé, est-ce qu'il existe un livre de référence sur le lien entre méditation
et neurosciences. Est-ce que vous avez des auteurs ou des choses à nous partager? Oui, mais je pourrais là aussi vous donner des références. Il y a un livre de John Kabat-Zinn écrit avec Richard Davidson, qui est le grand spécialiste des neurosciences affectives aux États-Unis, à Madison, par exemple, qui résume un petit peu les données dans ce domaine. Mathieu Ricard a écrit aussi un livre en association avec un chercheur de l'Institut Max Planck, le professeur Signer, qui reprend ça. Il y a plusieurs ouvrages qui reprennent les choses. C'est extrêmement intéressant sur le plan intellectuel, mais je vais répéter encore une fois que rien ne vaut l'expérience vécue. Et les incitations intellectuelles, comme en parlait un petit peu Alan avec sa propre expérience, ou comme peut l'être la mienne, sont inutiles si elles restent dans une bibliothèque de pensée. Elles ne sont pas transformatrices. Elles peuvent l'être si elles sont l'ouverture d'une porte vers quelque chose qui est expérientiel. Et donc, oui, bien sûr, enrichissez-vous de connaissances, lisez des livres, mais surtout, trouvez un moyen de passer par l'expérience. Les différentes approches le permettent. La pratique et la pratique. Alain, Exactement. une question peut-être pour ouvrir le sujet et puis surtout pour le conclure. Pensez-vous que la période que nous sommes en train de traverser va accélérer le changement de paradigme que vous avez décrit? Je pense qu'on a, je pense qu'on a, on est en train de prendre conscience, et je le vois que davantage de dirigeants sont en train de prendre conscience du bien-être et de la santé mentale des collaborateurs. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui est déjà important. Ce n'était pas quelque chose qu'on en parlait il y a 5-6 ans, mais on a fait tellement d'énormes progrès, notamment au niveau des découvertes des neurosciences, et qu'il y a une certaine mise en place, notamment au niveau des entreprises, comment faire, je dirais, certes, atteindre les résultats de l'entreprise, mais comment faciliter un environnement qui soit bienveillant et qui permette d'épanouir l'ensemble des collaborateurs. Et je le vois, il y a peut-être 1 an, 2 ans, on n'entendait pas parler. Et aujourd'hui, moi, je reçois énormément de demandes sur qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, notamment comment connaître son cerveau et comment on pourrait appliquer cette connaissance-là, notamment travailler cette flexibilité cognitive. On a parlé aussi d'intelligence émotionnelle. Je pense que c'est la période Covid, je dirais, a un petit peu réveillé un petit peu les dirigeants, notamment sur cet aspect santé mentale. Et voilà, je pense qu'on a vraiment les clés en main pour pouvoir mettre des choses qui soient vraiment bienveillantes, humaines. Et comme tu le disais, Jean-Gérard, rien n'est figé au niveau de votre cerveau. Vous avez vraiment les clés pour mettre en place les stratégies, vivre les expériences nécessaires pour changer un petit peu le mode de fonctionnement dans lequel on est ou on était. Donc voilà, on a vraiment comprendre ces mécanismes et réfléchir à des stratégies cognitives, ça va permettre de mieux agir dans le bon sens. Et je suis convaincu Oui, qu'on est vraiment dans une bonne démarche, notamment par rapport à ça. Pour rebondir aussi sur cette question, c'était quand même un grand chamboulement. Beaucoup des habitudes ont été perturbées. Il y a beaucoup de prises de conscience qui ont été faites. Est-ce que ça va être suffisant pour, à des niveaux importants, au fond, élever le niveau de conscience du plus grand nombre possible pour une évolution du genre humain? La prise de conscience que nous sommes tous interreliés, interdépendants, reliés les uns aux autres. Ce petit virus, pour ceux qui ne le croyaient pas, nous a permis de nous rendre compte de cette vérité absolue qui existe dans de très nombreuses sagesses et que l'on retrouve, cette interdépendance à la base de tout et qu'on a tendance à oublier en voulant s'imaginer qu'on est capable dans la nature de tout comprendre, tout expliquer et tout dominer. Donc cette donnée, peut-être, elle commence à changer un petit peu. La notion aussi de bien commun et de hiérarchisation des importances. On voit qu'à cette période, des métiers qui n'étaient pas considérés ont tout d'un coup revêtu toute leur importance, alors que d'autres l'étaient moins. Donc ça peut permettre un certain nombre de questionnements, de certitudes, et ça fait écho justement à l'intention, la vue, la vision que nous avons avec cette formation
leadership, méditation, neurosciences, c'est de permettre un accompagnement et cette élévation de conscience à des niveaux de dirigeants pour atteindre un nombre critique qui eux-mêmes peuvent essaimer autour d'eux aussi pour réfléchir à un nouveau mode d'organisation dans la société, dans nos sociétés, parce que de plus en plus de gens prennent conscience du degré d'urgence, à la fois sur l'organisation sociale et aussi sur l'organisation planétaire, les problématiques d'environnement aujourd'hui qui sont criants et qu'on a tendance, dans le flot du quotidien, trop nombreux à vouloir ignorer, à faire comme si ça n'existait pas, être dans le déni. Mais c'est des dimensions à la fois individuelles d'être, c'est pas juste le cerveau qui est concerné, c'est toutes les dimensions de l'être, hein, aussi bien le corps, l'esprit, la psyché, et aussi la spiritualité, pas forcément dans une considération religieuse, mais vraiment l'aspect de la question du sens et la question aussi de questionnement sur quel sens du travail. Et des gens s'interrogent là-dessus et comment tout dans notre société est organisé, que ce soit l'éducation, la politique, autour de l'organisation du profit, ce que j'évoquais avec les 3 P, hein, profit, planète et people, et comment ces cercles peuvent être peut-être réorganisés. Aujourd'hui, c'est la finance qui dirige l'économie, et l'économie, elle oublie un petit peu le bien commun, et la politique vient là-dessus réorganiser les choses. Et là aussi, ces hiérarchies peuvent se réfléchir à nouveau. Donc, sur votre question, est-ce que le Covid va servir à chambouler tout ça? Il ne faut pas être naïf non plus, ça ne va probablement pas suffire. Mais c'est quand même des éléments qui contribuent à cette évolution, je pense, des consciences au niveau collectif. Ouais, tout à fait. Mais écoutez, c'était le mot de la fin, et c'était plutôt un joli mot. En tout cas, je voudrais vous remercier sincèrement, Jean-Gérard et Alain, de nous avoir fait partager vos expériences. On a passé 1 heure, un petit peu plus d'1 heure, à avoir plein de conseils pour se faire du bien. C'était vraiment un moment formidable, et je pense que nos participants sont de mon avis. On a eu beaucoup de réactions, beaucoup de questions que je me permettrai de garder et de vous soumettre pour qu'on puisse encore faire des réponses à nos participants. Merci Émilie pour cette belle opportunité de parler du cerveau. Donc je pense que c'est aussi important par rapport à ça, et merci à tous d'avoir joint ce webinaire également. Non, merci à vous tous, oui, d'avoir été présents. Merci à Émilie de nous avoir invités en duo ainsi, et parler non seulement du cerveau, mais de l'être. Voilà, je pense que c'était important, et puis de parler de ce qui se passe dans la tête de nos managers, et de voir un petit peu comment faire évoluer tout ça. Donc, merci d'en être les acteurs également, et j'étais ravie d'avoir été une tribune pour vous aujourd'hui. Les prochains rendez-vous de la CCI France-Suisse s'affichent sur vos écrans, et on a beaucoup dépassé, donc il est vraiment temps de vous quitter. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Méditez, pratiquez, faites-vous du bien, et du repos cognitif surtout. À très bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.